Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mercredi. Tous fichés ou tous fliqués, l'affaire d'espionnage présumé du personnel d'IKEA par la direction relance les interrogations sur l'accès aux fichiers policiers STIC où sont recensés plusieurs dizaines de millions de Français. Nous ouvrirons le dossier dans ce journal. François Hollande dans la capitale européenne de la finance. Il plaide à Londres pour plus de régulation. Après avoir assuré dès sa descente de l'Eurostar ne pas être dangereux, le candidat socialiste a reçu le soutien du chef de l'opposition travailliste, Ed Miliband. Journée de mobilisation des syndicats européens à la veille du sommet des chefs d'État et de gouvernement pour signer le nouveau traité de discipline budgétaire. L'austérité fait débat. Les invités du 19h, d'abord Patrick Le Yarrick, député européen du Front de gauche et directeur de l'Humanité, et puis Ernest-Antoine Sellière, ancien dirigeant patronal qui prévient dans son dernier livre « On n'est pas là pour se faire engueuler ». Mais d'abord, toujours l'incertitude ce soir et l'angoisse au sujet des journalistes retenus sous les bombes en Syrie. L'armée continue de pilonner la ville de Homs alors que l'on a appris aujourd'hui les circonstances de la tentative de fuite en partie ratée hier des journalistes et notamment de la française Édith Bouvier qui est toujours sur place retenue, Nathalie Guillouard. Édith Bouvier, William Daniels, Paul Conroy, Javier Espinosa sont partis dans la nuit de lundi à mardi de Homs avec des membres de l'armée syrienne libre. Mais 3 kilomètres plus loin, le convoi aurait été bombardé par des soldats de l'armée syrienne de Bachar al-Assad selon certains témoignages. Suite à ce pilonnage, le convoi a été obligé de se scinder en deux. Seul le photographe britannique Paul Conroy a pu se sauver. Il est aujourd'hui en sécurité au Liban. Les 3 autres journalistes, dont Édith Bouvier, ont dû rebrousser chemin. La journaliste française grièvement blessée, transportée dans un brancard, n'a pu s'échapper. Les 3 reporters sont pris aujourd'hui au piège de Homs. Une opération d'exfiltration risquée, mais surtout meurtrière. 13 membres de l'ASL, l'armée syrienne libre, ont péri durant les bombardements. Le gouvernement français reste pour le moment silencieux sur les conditions d'une prochaine évacuation. Cet après-midi à Berlin, Alain Juppé s'est prononcé contre l'impunité des responsables de violation des droits de l'homme en Syrie. Et toutes les capitales occidentales, bien sûr, renouvellent leur opposition et leur condamnation des événements qui se poursuivent donc à Homs, notamment les États-Unis. Il y a un instant, se déclarent indignés après ce nouveau pilonnage de la ville fief des résistants au régime de Bachar el-Assad. Arnaud Montebourg met en cause le Front National après l'agression dont il a été victime hier soir à Paris avec sa compagne Audrey Pulvar. Tous deux ont été la cible d'injures antisémites et de jets de verre également par un groupe qui criait « Le Pen président ». Marine Le Pen a dénoncé une provocation utilisée selon elle pour ternir sa campagne. L'incident implique selon elle un groupe de supporters du PSG. Le député socialiste juge que cette affaire révèle le climat de libération de la parole raciste. We need more regulation everywhere. Ce furent les premières paroles de François Hollande à Londres ce matin. Nous avons besoin de davantage de régulation partout. Le candidat socialiste a répété que la finance doit être au service de l'économie. Le chef de l'opposition travailliste, Ed Miliband, lui a apporté son soutien sans se prononcer toutefois sur la taxation des super riches à hauteur de 75%. Par ailleurs, François Hollande se dit pas fâché du tout de l'absence de rencontre avec le Premier ministre David Cameron parce que je n'avais pas fait la demande, précise-t-il. Le duel Hollande-Sarkozy au clivage, voire à la surenchère sur la fiscalité, s'ajoute celui sur les profs. Nicolas Sarkozy veut payer davantage les profs qui accepteraient de travailler plus. Décryptage de cette proposition du président candidat, Julie Dingeloff. Travailler plus pour gagner plus, voilà le slogan de campagne de 2007, recyclé pour séduire les enseignants hier à Montpellier. Il n'y a qu'une solution, faire travailler les enseignants plus longtemps en les payant davantage. Aujourd'hui, un professeur certifié assure en début de carrière 18 heures de cours par semaine pour 1 584 € par mois et un agrégé 15 heures pour un salaire de 1 890 €. Nicolas Sarkozy propose de faire passer ce temps de présence à 26 heures par semaine pour une revalorisation de 25% du salaire, soit en moyenne 500 € par mois sur la base du volontariat.
La polémique est vite montée dans les rangs des syndicats enseignants qui estiment que cette promesse leur a déjà été faite en 2007. Aujourd'hui, le constat, c'est on travaille plus déjà, les conditions de travail se sont alourdies, on est de moins en moins parce qu'il y a énormément de suppression de postes. Gagner plus, on ne l'a toujours pas pour la majorité des enseignants. À droite, on se félicite de cette mesure qui compenserait la règle du non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 dans le secondaire. L'objet, c'est de faire en sorte d'adapter notre école aux réalités de la société. Ça passe par une personnalisation des enseignements, un accompagnement des élèves, et c'est la mesure prise voulue par le président de la République de faire en sorte que les professeurs restent plus longtemps à côté des élèves. François Hollande, qui a fait de l'éducation et de la jeunesse des priorités dans sa campagne, a quant à lui critiqué ces mesures, les qualifiant de jeu de dupes, travailler plus ou embaucher plus, deux positions diamétralement opposées. Le Sénat vient de rejeter une nouvelle fois le collectif budgétaire et sa TVA sociale. Le service garanti dans le transport aérien en passe, lui, d'être adopté par le Parlement. Le Sénat a fait un nouveau barrage aujourd'hui, mais le dernier mot reviendra à l'Assemblée nationale. La portée de ce texte est remise en cause par un récent accord passé discrètement par Air France avec ses pilotes. Ces derniers ont obtenu qu'aucun changement de planning de dernière minute améliore le trafic les jours de grève. Explication de Mounir Soussi. Le 8 février dernier, en plein mouvement de grève des pilotes contre la loi sur le service minimum, le PDG d'Air France envoyait un signal. Les syndicats demandent rendez-vous, nous demandent rendez-vous, on discute avec eux, oui. Message reçu 5 sur 5 par les pilotes, ils ont discrètement obtenu un accord leur évitant d'être réquisitionnés en cas de grève, mettant du plomb dans l'aile au texte déposé par un député UMP. Mais au moment où le Sénat examine la proposition de loi sur le service garanti dans le secteur aérien, le ministre des Transports minimise la portée de l'accord. Ça ne change strictement rien. L'accord entre Air France et ses pilotes dit quoi? Dit qu'en période de grève, ceux qui sont, d'après le tableau des effectifs, en congé, en disponibilité, etc., ne pourront pas être rappelés, sauf s'ils sont volontaires. C'était déjà ce qui se passait. L'État détient 15% du capital d'Air France. Au-delà des propos conciliants, cet accord fait grincer des dents au gouvernement, mais aussi chez les collègues des pilotes. Les hôtesses, stewards et techniciens ne bénéficieront pas de cet avantage. Ils dénoncent un droit de grève à 2 vitesses. Et je crois que l'ensemble du personnel aujourd'hui, non seulement l'ensemble du personnel navigant commercial, est un peu écœuré de voir qu'il y a un traitement inéquitable entre les populations. À l'heure où, justement, le directeur général, M. de Junac, demande à ce qu'il y ait de la transparence et de l'équité. Ces tractations en coulisses interviennent dans un contexte de restructuration de la compagnie française. La direction veut remettre à plat tous les accords sociaux dans l'entreprise pour améliorer les résultats. Ce geste envers les pilotes apparaît comme un moyen préventif d'apaiser les tensions en vue de futures négociations houleuses. Officialisation il y a quelques instants de l'accord entre General Motors et Peugeot Citroën. Le géant américain va entrer à hauteur de 7% dans le capital du constructeur français. Des plateformes communes et des achats mutualisés vont être développés entre ces deux constructeurs automobiles. La tournée électorale des candidats au Salon de l'Agriculture. Maintenant, Jean-Luc Mélenchon a défendu une rupture avec le modèle productiviste ce matin. Sa visite ne visait pas le marathon, contrairement à d'autres candidats, et il est resté environ 2h30. Autre visiteur du jour au salon, le président du Sénat, Jean-Pierre Bel, suivi par Bérangère Dinglat. C'est par une cérémonie tout officielle qu'a commencé la journée du président du Sénat. Sur le grand ring, l'Ariégeois s'est fait introniser par la confrérie du bœuf gascon. Sur cette requête de votre parrain, jurez-vous de défendre et de promouvoir en tout lieu et en toutes circonstances le bœuf gascon et de rester en amitié avec tous les membres de notre confrérie. Je le jure. Si l'objectif des éleveurs est clairement de promouvoir la race par un illustre représentant, l'intérêt économique n'est pas très loin. On est plein d'espoir que le Sénat mange bientôt de la vache gasconne et des produits ariégeois. Et tout ce que nous pourrons faire pour promouvoir notre race, bien sûr, nous le ferons, et en particulier au Sénat. Mais le Sénat est le représentant des territoires, donc c'est bien normal. Avec ses nouveaux confrères, comme tout visiteur qui se respecte, Jean-Pierre Bel a aussi été voir Valentine, la reine du salon. Elle sera belle, oui, c'est Judith. Elle a de beaux yeux, hein. Puis comme tout politique, passage obligé au stand de la filière viticole, où il est accueilli en voisin par les Catalans. Bonjour. Bienvenue chez vous. Merci. Oui, le noix de pécan, la noisette, la noix, tous ces arômes qui sont absolument précieux. Dans les verres,
un vieux millésime de Riesalt 1974. Il y a toute l'histoire d'un terroir, l'histoire d'un pays, d'une région au travers de ce verre. Au salon, Jean-Pierre Bel n'a pas cherché à rivaliser avec la visite marathon de François Hollande hier. Il a plutôt choisi de se concentrer sur les filières régionales. Des nouvelles de l'ancien président du Sénat maintenant, Gérard Larcher, qui a été nommé aujourd'hui au Conseil des ministres à la tête du domaine national de Chambord. C'est le plus grand parc forestier fermé d'Europe, quelques 5500 hectares, dont une fameuse réserve de chasse. Les invités du 19h, Patrick Le Yarrick, bonsoir, et Ernest Antoine Sellière, bonsoir. Merci à tous les deux d'être avec nous ce soir. Patrick Le Yarrick, vous êtes député européen du Front de Gauche et directeur de l'Humanité, qui titrait ce matin « Les syndicalistes intraitables sur l'austérité ». C'était effectivement leur journée d'action aujourd'hui partout en Europe, des grèves, des manifestations, mais d'une ampleur assez limitée. C'est assez limité dans un contexte difficile où il est très difficile aujourd'hui de s'arrêter une journée de travail, mais ils étaient porteurs de la protestation de millions et de millions de gens à travers toute l'Europe. Et ce qui est important, c'est que c'est à l'initiative de la Confédération européenne des syndicats, la veille de la signature d'un nouveau traité européen. Et dans un contexte électoral français quand même qu'il faut souligner. En France, la CGT réclame le départ de Nicolas Sarkozy. Ça a été clair lors d'un récent meeting notamment. C'est le seul syndicat à s'engager ainsi. Et Bernard Thibault de voir dans cette journée le plus important meeting de février. Il y a là un télescopage heureux selon vous avec la campagne ? C'était un meeting pour la défense du droit à la retraite à 60 ans. Et là, il parle du meeting dans la rue, dans les rues de... Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui, c'est une journée de manifestation, à la fois contre la mise en œuvre de politiques d'austérité qui assaillent aujourd'hui les gens, qui mettent à sac les pays. La Grèce est à ton 7e ou 8e plan d'austérité, ça ne va pas mieux puisque la dette y a augmenté. Et ce même traitement appliqué aux autres pays européens, et particulièrement aux nôtres, comme au Portugal, en Espagne, en Italie, produira malheureusement les mêmes effets. Toujours les mêmes qui payent. Il faut donc aujourd'hui relâcher la pression sur le désendettement ? La question n'est pas tout à fait là. La question serait de savoir d'où vient la dette. La dette provient non pas d'un excès de dépenses publiques et sociales, elle provient d'un manque de recettes parce qu'on a abaissé un certain nombre d'impôts sur le capital. Pas parce qu'on a trop dépensé. Non, au contraire, relativement sur une vingtaine d'années, on n'a pas augmenté les dépenses. Par contre, on a moins de recettes du fait d'une croissance en baisse, d'une diminution des recettes fiscales, notamment sur les hauts revenus et sur le capital globalement. Et surtout, l'expérience montre bien que c'est l'austérité qui produit la crise. Et ce n'est pas parce qu'il y a la crise qu'il faut faire l'austérité. L'austérité est un poison, met les gens au chômage, oblige à abaisser les salaires en permanence, pendant qu'on voit bien les rémunérations des grandes entreprises du CAC 40, elles n'abaissent pas, loin de là. Vous voulez qu'on renvoie l'austérité à plus tard, quand la croissance sera de retour, en quelque sorte, c'est cela Non, il n'y a pas d'issue avec l'austérité. Oui. Plus on compressera les salaires, plus on baissera les niveaux de protection sociale, plus on baissera les dépenses sociales et publiques, plus on contractera l'activité, moins on fera de développement et de croissance, et moins on aura de recettes. Donc c'est un cercle vicieux. C'est le contraire qu'il faut faire. C'est rémunérer le travail bien mieux, c'est d'améliorer les niveaux de protection sociale, c'est de revenir sur ces réformes néfastes des retraites, de telle sorte que l'activité reprenne. Alors, il y a aussi des chefs d'État et de gouvernement qui ne sont pas de votre bord, Patrick Le Yarrick, en Europe, qui disent effectivement trop de rigueur, c'est dangereux pour la croissance. Mais eux, ils ont d'autres solutions à le proposer. Ils veulent une plus grande libéralisation des banques, par exemple, une plus grande libéralisation du marché du travail et des échanges commerciaux. Et ils disent, voilà la solution pour faire revenir la croissance. J'étais en Grèce la semaine dernière, j'ai rencontré la Confédération des petits et moyens patrons, employeurs. Eux, ils disent, ils ont même fait un texte avec les organisations syndicales ouvrières et celles des services publics pour dire qu'il faut arrêter de laminer les salaires comme on le fait. Libéraliser plus les banques et les marchés financiers tels qu'ils le disent là, inévitablement c'est lâcher la bride à des gens qui pompent littéralement l'économie des pays. On le voit bien. Quand les banques font des prêts
à des États ou à des entreprises à des taux d'intérêt usuraires, des taux d'intérêt de rente, on voit bien que ça les étrangle. Donc la question de la réorientation du rôle des banques, du changement du rôle de la Banque centrale européenne, qui doit pouvoir prêter aux États comme aux entreprises. Vous avez vu la dernière déclaration de Mario Draghi qui dit que le modèle social européen est dépassé. Oui, malheureusement, ce monsieur joue un rôle extrêmement néfaste dans l'Union européenne. Il n'a que comme seule volonté de maintenir un haut niveau de notre monnaie unique, avec les conséquences sociales et les conséquences en matière d'emploi et d'activité qu'on connaît aujourd'hui. Elles sont dramatiques. Je vous ai vu, Patrick Le Yarrick, très attentif tout à l'heure. Lorsqu'on a vu François Hollande à Londres aujourd'hui, il a donc fait le voyage à la City pour réclamer plus de régulation au lendemain de sa proposition de taxer les très riches à 75%. Ça vous satisfait? Vous qui soutenez Jean-Luc Mélenchon? Oui, je soutiens Jean-Luc Mélenchon. Plus franchement, au second tour encore François Hollande aujourd'hui? Plus Jean-Luc Mélenchon progresse, plus François Hollande est amené à faire un certain nombre de propositions qui vont dans le bon sens. C'est l'effet Mélenchon. Ben oui, ceci est bien. Ceci est bien. Ceci dit, il faut qu'il fasse un pas supplémentaire. Il ne suffira pas de taxer. Lequel, par exemple? Par exemple, on ne peut pas passer, comme il le propose, d'un taux de 45% d'imposition à 75% pour les plus de 1 million. Nous proposerons un lissage sur 14 tranches d'imposition et non pas passer de 45 à 75 comme il le fait, dans une cohérence, parce qu'il y a la justice fiscale, mais il y a aussi la rémunération du travail qu'il faut prendre en compte. Vraiment progressif, alors, avec une multiplication des tranches. On va regarder quelques images des manifs du jour, justement, des images à Paris aujourd'hui et à Bruxelles, et selon le ministère de l'Intérieur, il y a eu en France 48 500 manifestants contre l'austérité. Vous vous satisfaisez de ce chiffre? Oui, non? Il y en a sans doute plus pour vous, bien plus, bien évidemment. Bonsoir Ernest-Antoine Sellière. Bonsoir. Ces manifestations que l'on voit là, ce sont celles d'indignés, comme Patrick Le Yarrick, qui est avec nous ce soir. Et dans votre livre, vous dites comprendre finalement cet esprit de résistance, même si pour vous il est vain. Oui, et vous savez, je ne suis plus dans un rôle de représentation de quiconque d'autre que moi-même, donc je suis ici en tant qu'auteur, ayant mis quelques réflexions en effet dans un livre, et c'est vrai que les indignés, une poignée de gens très sympathiques, n'ont rien d'autre à proposer que leur indignation. Et moi, dans ce livre, je constate l'évidence, à savoir que ce qu'on appelle le capitalisme, c'est un mot, et je le revendique, ça existe, a en réalité installé son système dans le monde entier, sauf en Corée du Nord et à Cuba. Vous allez plus loin, vous dites qu'il est même encore plus triomphant que jamais au XXIe siècle, malgré la crise. Et si vous voulez, il y a actuellement 3 milliards d'individus qui l'ont repris comme système et qui le font fonctionner comme on le faisait fonctionner d'ailleurs en Europe à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire des infrastructures à gogo, d'un esprit d'entreprise de tous les diables, de la volonté d'enrichissement bien sûr, de réussite, bref, une effervescence de type capitaliste, 3 milliards d'individus qui en attendent d'ailleurs le progrès, la sortie de la pauvreté. Et donc, en fait, si vous voulez, nous sommes dans un système capitaliste qui promet au monde entier ce qu'il a déjà apporté à l'Europe. Je le constate, je le dis, et je pense en effet qu'il faut le regarder en face. Les indignés disent « c'est pas du tout ce que nous souhaitons ». Soit, que propose-t-il d'autre ? Qu'ont-ils à dire? Quel est le système? Là, vous avez entendu j'entends les protestations politiques, là. J'entends les très sympathiques, je dirais, récits du catéchisme auquel je suis habitué depuis 10 ans. Ça ne change rien à rien. En réalité, le capitalisme, qui a failli d'ailleurs passer de très mauvaises heures avec la crise, tout le monde s'est porté à son secours, de gauche comme de droite, de façon à ce qu'on puisse en effet continuer. Le réguler, c'est aussi... Monsieur Sellière, je vous ai laissé parler pendant que vous rectifiez votre catéchisme. Laissez-moi dire, je ne fais pas du capital. Monsieur Sellière, est-ce que... Je suis donc... Mais est-ce que réguler le capitalisme, est-ce que c'est se porter à son secours? Mais bien sûr, le capitalisme mérite d'être amélioré. Il s'est d'ailleurs beaucoup amélioré. Il a commis des excès. Il les corrigera. Mais regardons les choses en face. Nous en attendons, nous autres, les entrepreneurs, ceux en tout cas qui sont engagés avec confiance dans la croissance et dans l'emploi, nous en attendons encore de grands et nouveaux progrès. Nous ne sommes pas pessimistes sur ce système. Est-ce que vous estimez-vous que la rigueur s'impose, vous le dites d'ailleurs, elle va s'imposer de toute façon, Hollande ou Sarkozy? La situation dans laquelle nous sommes est tout à fait claire.
un endettement qui est devenu malheureusement intolérable pour la plupart des États européens, et donc la nécessité de dépenser moins et prélever plus. Bien entendu, on prélèvera plus, mais on le fera, je dirais, de telle manière à ne pas étouffer l'économie française. Sur les très riches, par exemple, où vous avez déjà réagi, bien sûr, sur la taxation à 75%. À partir de quand, selon vous, un salaire devient extravagant? D'ailleurs, la formule sort aussi dans la bouche de Nicolas Sarkozy. À partir de combien? Ces messieurs se présentent à la présidence de la République, moi pas. Oui. Je ne suis pas obligé de trouver, en effet, une limite à l'intolérable. Il n'y a pas de limite. Je dis non. Je dis simplement, si vous voulez, l'efficacité que nous attendons, nous, de la société capitaliste qui crée l'emploi et le progrès, n'est pas forcément compatible avec le concept d'égalité qui régit, en effet, la pensée de gauche. D'ailleurs, le terme de liberté et de solidarité est admis par tout le monde. Personne ne revendique actuellement le réasservissement, je dirais, de l'économie à l'État, ni, je dirais, d'abandonner la solidarité qui est au centre de tous les systèmes capitalistes européens. François Hollande, vous le voyez comme un social-démocrate bon teint? Oh, c'est un bon apôtre, mais enfin, il faudra le voir, en effet, au travail. Et pour l'instant, évidemment, il tâche de réconcilier le maximum de façon à engranger le plus de voix possible. C'est le métier du politique. Vous dites quand même dans ce livre que finalement, le centre de décision, ça n'est pas du tout à Paris, ça n'est plus à Paris. C'est Bruxelles, c'est Shanghai, c'est Washington avec le FMI. Vous irez voter quand même, hein? Bien entendu, bien entendu. Moi, je vote Sarkozy, je le dis tout à fait clairement. De toute façon, s'il n'y a pas d'ambiguïté, je ne sais pas si notre ami a quelque chose à dire à cet égard. Sans doute. Pour qui il votera lui, mais enfin, il a dit Mélenchon. Bon, très bien. Mais enfin, cela dit, si vous voulez, actuellement, la Banque Centrale Européenne est au centre du dispositif de reconquête, je dirais, de l'équilibre européen financier. C'est un électron libre, il n'est pas dans une structure fédérale, et notre impératif, qui devrait d'ailleurs être discuté dans la campagne au lieu de s'invectiver, c'est est-on capable ou pas de faire faire à l'Europe le pas supplémentaire qui en réalité créera les conditions du futur. Et vous en avez vraiment marre de vous faire engueuler par des gens comme Patrick Le Gall? Oh, écoutez, c'est Boris Vian, c'est une chanson de Boris Vian, il y a un clin d'œil là-dedans. Moi, je n'engueule personne, mais je ne veux pas non plus qu'on m'engueule. Moi, je serais pour un vrai débat avec M. de Sellière, qui est un homme très intéressant, sur cette question du capitalisme. Il a été facteur de progrès, mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas nier les injustices et les inégalités. Vous ne pouvez pas nier que chaque jour, on fabrique... Vous ne pouvez pas nier la progression des niveaux de vie. Mais c'est la pauvreté, c'est la nouveauté aujourd'hui. Le débat sera très intéressant, mais pour aujourd'hui, je suis tout à fait en désaccord avec vous. Le capitalisme est un facteur de progrès. La question n'est pas que nous soyons en désaccord. La question, c'est de constater des faits. Oui ou non, le chômage augmente à la vitesse grand V. Oui ou non, la famine augmente dans le monde. Oui ou non, avez-vous actuellement en Chine, en Inde, une explosion du niveau de vie? Avez-vous, oui ou non, en France, 90% il y a une lutte contre la pauvreté en de Chine gens au travail? Avez-vous, non, en Allemagne, 94% de gens au travail? Mais non. Alors, c'est le même système. On a pu faire des erreurs ici ou là. Mais c'est pas la question d'erreur. Alors, on va pas nous réconcilier, messieurs, et on reprendra ce dialogue. Ce serait très intéressant. Un autre jour, puisque chacun devait d'abord exposer ses propres thèses. On va parler d'IKEA maintenant, spécialiste du meuble en kit, mais qui aurait également trouvé la fiche pour espionner ses salariés. Les révélations du Canard enchaîné relancent en effet la polémique sur l'accès à certains fichiers. Faustine Saint-Geniès. Des clients et des salariés espionnés, ce sont les accusations du Canard enchaîné ce matin à l'encontre de certains responsables d'IKEA. Selon l'hebdomadaire, la direction d'IKEA France avait un accord avec un cabinet de conseil en surveillance privée. Cabinet qui leur fournissait des informations confidentielles directement issues des fichiers de police STIC. Le groupe IKEA s'engage à faire toute la lumière sur cette affaire. Quant à la société mise en cause, elle dément toute utilisation de ces fameux fichiers de police. Des soupçons d'espionnage très médiatisés mais qui restent rares selon le ministère de l'Intérieur. Par rapport au nombre total de consultations de ces fichiers, et notamment fichiers de police, le STIC, des consultations qui se chiffrent par dizaines ou centaines de milliers chaque année, le nombre de dérives est infinitésimal, c'est très marginal, inacceptable soit, c'est évident, mais à chaque fois qu'il y a des dérives constatées, il y a sanctions, des sanctions qui peuvent aller jusqu'à des peines de prison, évidemment judiciairement, mais également à la révocation des fonctionnaires. Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine de ces fuites, si elles sont avérées. Et avec nous, Jean-Marc Manac, bonsoir. Vous êtes journaliste d'investigation, notamment à ovni.fr. Vous êtes surpris par ces révélations concernant le géant du meuble en kit?
Non, c'est habituel, j'ai envie de dire, ça revient de façon récurrente, le fait que des policiers, ce qu'on appelle la tricoche, le fait pour des policiers de piocher des renseignements auxquels seuls les policiers ont accès pour les revendre à des entreprises privées. Ah bon, c'est aussi courant que ça. Et donc il y a un commerce en quelque sorte, hein, puisqu'on apprend que ça coûtait 80 € la fiche. Voilà. On a eu d'autres affaires où ça coûtait 500 € la fiche. Bon, après ça dépend, les tarifs, c'est dans une économie de marché. Et là, c'est vraiment un marché noir, un marché parallèle, parce que c'est de la corruption de fonctionnaires, c'est complètement illégal. Alors il y a un double scandale. D'abord, il y a de la part d'un employeur, apparemment, donc le souhait d'espionner, d'avoir des renseignements sur je sais pas, les options politiques, syndicales de ses salariés. On a vu le cas il y a quelques années avec Euro Disney, qui utilisait le même système de tricoche pour arriver à se rencarder, à espionner leurs futurs salariés. C'est souvent ça. C'est en fait des entreprises privées essayent de savoir avant d'embaucher des gens s'ils sont fiables ou après, une fois qu'ils les ont embauchés, si on peut pas trouver quelque chose pour les virer plus facilement, notamment quand c'est des syndicalistes. Bon, alors maintenant, le fichier, le STIC, il est sujet à controverse depuis des années. Maintenant, il faut dire qu'il contient un nombre de noms de Français considérable, pas seulement ceux qui ont commis des délits. En fait, on estime qu'il y a près de 6 millions de personnes mises en cause, donc des suspects, des personnes qui ont été suspectées dans une affaire, et plus de 30 millions de victimes. Ah, les victimes aussi. Oui, il y a plus de la moitié de la population française figure dans le STIC, qui est donc le système de traitement des infractions constatées, qui a été créé au milieu des années 90, du temps du gouvernement Jospin, je crois, par la gauche en tout cas, qui n'a été légalisé que en 2001, voilà, qui n'a été légalisé que en 2001 par Lionel Jospin. Donc pendant 6 ans, il a fonctionné en toute illégalité. Parce que le ministère de l'Intérieur refusait de respecter la loi informatique et liberté, à savoir la CNIL d'ailleurs a critiqué, même condamné certaines modalités de ce fichier. Depuis 2001, la CNIL sort tous les ans des chiffres pour dire combien de fichiers STIC elle a été vérifié à la demande des particuliers. Tout particulier peut demander à la CNIL d'aller vérifier si le fichier STIC est conforme à la loi. Et en 2001, lors du premier examen, il y avait 25% des fichiers STIC contrôlés par la CNIL qui étaient hors la loi. Bien. En 2009, c'était 83%. Si on est victime, on porte plainte un jour, on se retrouve dans ce fichier. Est-ce qu'il peut ensuite y avoir méprise? Est-ce qu'on peut passer de la fiche victime à la fiche présumée coupable? Quand vous avez plus de la moitié de la population française qui est dans le fichier STIC, il est évident qu'il y a eu des erreurs de saisie et des gens qui ont été victimes de viol qui sont fichés comme mis en cause pour viol. Ah bon? Donc on a déjà plusieurs cas comme ça de gens qui ont été licenciés, qui ont perdu leur travail parce qu'ils étaient fichés à tort dans le STIC. Il faut savoir que plus d'1 million de personnes en France ont leur emploi conditionné à la présence de leur nom ou non dans le STIC. Si vous voulez être policier, gendarme, si vous voulez acquérir la nationalité française, si vous voulez avoir la Légion d'honneur, être gardien de lévrier, on fait une enquête de moralité, c'est comme ça qu'ils appellent ça, et la préfecture vérifie si vous figurez dans le STIC. Bon, Or, il y a tellement d'erreurs. Et il est si facile pour les policiers d'y avoir accès? Ah oui. Oui, c'est très simple. Ah bon. Régulièrement, la CNIL a fait pendant 1 an, la CNIL a étudié le STIC, c'était en 2009, et ils ont constaté dans certains commissariats que le login et le mot de passe qui permettaient d'accéder au fichier STIC étaient sur un post-it. Donc n'importe qui pouvait se faire passer pour un autre policier et donc accéder à des fichiers STIC. Très bien, ça s'appelle la tricoche, vous dites? La tricoche, c'est le fait de vendre des fichiers STIC. Très bien. Mais maintenant, alors, il y a aussi, là, manifestement, chez Ikea, la vente de fichiers de la carte grise aussi. Oui. Ça a intéressé aussi l'employeur. Ça s'appelle sans doute aussi, on fait de la tricoche aussi avec... C'est de l'espionnage, là, c'est pour savoir à qui appartient la voiture qui apparaît dans la caméra de vidéosurveillance. Ah d'accord, merci beaucoup Jean-Marc Manac. C'est la fin de cette édition. Demain, il n'y aura pas de journal de 19h, mais à la place, vous pourrez suivre le meeting de François Hollande à Lyon en direct sur la chaîne parlementaire. Bonne soirée et à 22h, vous retrouverez Sonia Mabrouk pour le prochain journal. Bonsoir. C'est presque devenu une tradition. Depuis 1974, les finalistes de la présidentielle s'affrontent lors d'un débat télévisé. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Il n'y a pas de règles, personne ne se méfie, on ne sait pas. Ça a été un changement d'univers politique. Vous me permettrez donc de vous appeler monsieur Mitterrand. Vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Une façon de se foutre de lui terrible. Ça, c'est Mitterrand. On ne connaît pas Mitterrand si on ne connaît pas ce genre d'histoire. Retour sur les 5 duels qui ont marqué notre histoire récente. Tout le monde est extrêmement fébrile. Chaque candidat est dans son coin. 5, 4, 3... Duel présidentiel, samedi à 22h sur Public Sénat.